Salut, bienvenue sur Arfodi. Vous écoutez un nouveau podcast. Je m'appelle Laëla et je suis l'hôte de ce podcast. On apprendra à se connaître petit à petit. Je vous présente le premier épisode. En 2011, j'avais 16 ans et un jour d'octobre, ma mère m'a annoncé qu'elle avait la sclérose en plaques. Ça venait éclairer pas mal de choses sur des événements passés et des troubles de l'équilibre. J'ai tout de suite compris que cette nouvelle impacterait la suite de ma vie. Par exemple, j'ai voulu passer le permis pour pouvoir conduire le jour où elle en aurait besoin. On est 7 ans et demi plus tard, et j'avais envie de m'intéresser à ce sujet, d'apporter une voix, de lui donner la parole, et d'inviter une neurologue pour éclaircir certains points. Aujourd'hui, on est le 30 mai. C'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Alors j'en profite. Juste, avant de vous laisser, c'est mon premier podcast, alors il y a quelques imperfections sonores, dues à l'enregistrement et au montage. Je voulais vraiment qu'il soit disponible aujourd'hui. Donc le délai était un peu court. Et puis, on s'improvise pas réalisatrice sonore en un jour. Allez, cette fois c'est parti. Je vous laisse avec le témoignage de ma maman. Mais juste avant ça, pour bien comprendre, la neurologue que j'ai interrogée vous donne une définition de cette maladie. Alors, la sclérose en plaques est une pathologie qu'on appelle spécifique d'organes, c'est-à-dire qu'elle ne touche que le système nerveux central, à savoir le cerveau, la moelle épinière, le nerf optique. Elle est inflammatoire, on dit qu'elle est démyélinisante et également dégénérative. Je suis Michel, j'ai 55 ans et j'ai la sclérose en plaques qui a été diagnostiquée en 2011. J'ai envie de vous raconter l'effet de ma séance de balnéothérapie de ce matin. Je me suis réveillée, j'avais beaucoup de forme. Je suis partie en taxi là-bas et après la séance, je me suis rhabillée. C'était déjà difficile, mais bon, je suis habituée. Le problème a été pour moi après. Normalement, j'arrive à aller jusqu'à la salle d'attente avec toutes mes affaires, avec mon déambulateur, toute seule. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai pas eu la force de me relever du banc pour aller dans la salle d'attente. Heureusement, le kiné est venu m'aider à me mettre debout pour aller jusqu'à la voiture. Mon taxi était pas loin, donc je suis allée jusqu'à la voiture et effectivement, j'avais plus beaucoup de force, mais je m'en suis aperçue surtout en arrivant chez moi. J'ai eu du mal à rentrer le déambulateur dans mon couloir. Après, j'ai réussi à monter l'escalier, très bien, parce que c'est bien fait pour moi. Il y a deux rampes, une à gauche et une à droite. J'ai réussi à monter jusqu'au premier étage. Quelquefois, je monte sur les fesses. Mais là, non, pas du tout. J'ai réussi à monter avec les rampes. Et ensuite, j'ai voulu m'allonger sur mon lit avec l'idée de faire une sieste, mais j'ai pas eu la force de m'asseoir sur mon lit. Je me suis mise plutôt par terre. Après, j'ai attrapé une prise et j'ai pu me mettre assise. Ensuite, j'ai dû par mes bras monter mes deux jambes pour qu'elles viennent sur le lit. Après, je suis entièrement sur mon lit. Je fais une sieste en général après la balnéothérapie parce que c'est crevant pour moi. Une sieste d'une demi-heure, 1 heure des fois. Voilà, c'est mon état après, enfin non, c'est pas toutes les fois la même chose. C'est aujourd'hui mon état après la balnéothérapie. Cet après-midi, je pense, j'aurai quand même la force de sortir. Donc j'irai faire des courses sur moi. Impressionnée par le récit que vous venez d'entendre, j'ai eu envie de m'entretenir avec une neurologue. J'ai commencé par lui demander pourquoi et comment les symptômes de la sclérose en plaques pouvaient être si différents.
Je m'appelle Hélène Zéphir, je suis professeure de neurologie et je travaille dans le service du professeur Patrick Vermersch au CHU de Lille, dans un service qui s'occupe essentiellement de maladies inflammatoires du système nerveux central, beaucoup d'entre elles, et un peu périphériques. 90% de mon activité concerne essentiellement la sclérose en plaques et les maladies apparentées. La sclérose en plaques est en effet responsable de symptômes assez polymorphes qui peuvent s'expliquer par le fait que les lésions sont disséminées. On dit dans l'espace que constitue le cerveau, la moelle épinière et le nerf optique. Et donc on peut comprendre que différentes zones puissent être touchées et aussi à des temps différents. Le point commun, tout de même, est cette atteinte du système nerveux central qui va engendrer au fur et à mesure du temps un handicap qui est moteur, sensitif, mais aussi sensoriel avec la vue et qui peut toucher également les troubles vésico-sphinctériens. Et j'ai rebondi sur la variation de l'ampleur de ces symptômes. Tout est basé sur le capital neurologique dont on parle. Nous tous, pour quelqu'un de normal, on peut marcher très longtemps ou courir très longtemps, mais on va finir par s'épuiser. Et cet épuisement n'est pas lié à un manque de capital neurologique, mais à différents systèmes énergétiques. Pour le sujet qu'est une sclérose en plaques, ce fonctionnement-là, c'est la même chose, mais le fonctionnement est le même, sauf qu'il part, lui, avec un capital neurologique lésé, donc elle va beaucoup moins de marge et son capital énergétique va être beaucoup plus amoindri également et plus en difficulté. Ce capital énergétique, il est dans vos neurones. Ce sont ces fameuses mitochondries qui sont dans vos neurones. Mais s'il y a moins de neurones fonctionnels parce qu'ils ont dégénéré, qu'ils sont morts, les mitochondries à l'intérieur le sont également. Une cellule, et on va prendre l'exemple du neurone, n'est pas qu'une membrane. À l'intérieur, il y a ce noyau cellulaire qui est là pour fabriquer tout ce qui permet aux neurones de vivre. Et à l'intérieur, il y a différentes usines, différentes organites, comme les mitochondries, qui sont des usines à énergie pour permettre aux neurones de fonctionner. Et puis, je lui ai demandé d'éclairer la notion de fatigue pour les patients atteints de CEP. La fatigue est une des plaintes majeures des patients ayant une sclérose en plaques. Alors, il y a beaucoup de choses derrière le mot fatigue. Mais c'est vrai qu'il existe une vraie fatigue. Si vous enlevez les paramètres psychologiques, les paramètres physiques, il reste en effet une grande fatigue. Lorsque le patient se plaint de fatigue, il faut toujours, nous, de notre côté, acteurs thérapeutiques et médicaux ou paramédicaux, toujours écouter ce à quoi est reliée la fatigue et essayer de vérifier ce qui peut déjà diminuer cette plainte de fatigue. Un sommeil de mauvaise qualité, des troubles urinaires mal gérés avec des infections à répétition, une constipation opiniâtre, un environnement ergothérapique non adapté. Donc ça, c'est des choses simples qu'il faut aller chercher pour essayer de traiter ce que l'on peut. Quelqu'un qui ne dort pas parce qu'il doit se lever 3 à 4 fois à la nuit pour uriner, va se fatiguer parce que le sommeil n'est en rien réparateur. Donc vous ajoutez une difficulté physique, métabolique sur quelqu'un qui est cérébrolésé, qui est déjà diminué en capital neurologique et donc énergétique. La fatigue peut s'expliquer facilement. Mais en effet, en dehors de ça, il y a probablement des mécanismes immunologiques inflammatoires qui accentue d'autant plus ce sentiment de fatigue. D'ailleurs, aujourd'hui, contre la fatigue proprement dit de la sclérose en plaques, nous sommes assez démunis. Finalement, la meilleure prise en charge de la fatigue aujourd'hui est tout de même le traitement de la maladie. La maladie étant contrôlée, on règle une partie de cette fatigue. C'est encore une fois, notre premier moyen. Une fois ce tour d'horizon fait, je vous propose de revenir à la suite du témoignage. J'ai d'autres exemples qui racontent la variabilité. Je me souviens que c'était au mois de mars,
j'ai attrapé une grippe, une forte grippe. Pendant 2 jours, j'arrivais pas du tout à me lever. J'ai été aidée et après, au bout de une semaine, c'était remis et je pouvais de nouveau marcher. Enfin, j'ai envie de dire normalement, mais je sais que ma marche, elle n'est pas très normale parce que je dois très souvent être accompagnée d'un déambulateur. Quand je peux plus du tout marcher, comme au moment où j'ai attrapé la grippe, j'étais désespérée. Je me disais, ouais, tu vas plus réussir à marcher. Ah, et ça me donnait envie de pleurer. Et je me disais, ah ouais, l'avenir, c'est pas terrible. Tu vas rien pouvoir faire. Tu vas être en fauteuil roulant. Tu vas être dans une maison, genre l'hôpital ou des choses comme ça. Ouh là 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 là. Mais heureusement, ça, c'est ce que je me dis euh, le jour où je constate que j'ai la grippe, et puis 2 jours après. Et puis en fait, après une semaine, je me dis, ah ouais, t'as retrouvé la force. Et je peux remarcher et tout. Et j'oublie les moments difficiles. Ça, j'ai pas beaucoup de mémoire. Et je me souviens assez bien, mais pas, je les oublie aussi, des bons moments, mais les moments difficiles, c'est bien que je les oublie, mais il faudrait quand même que je me dise, ouais, ouais, quand même ça arrive, ça, alors occupe-toi-en quand même, arrête de te dire que, ouais, tu vas aller bien, euh, peut-être tu vas guérir, va guérir, ça serait sortir de la sclérose et ça serait euh, marcher, courir, marcher dans la forêt. C'est ça qui me plaît, enfin qui me donne le plus envie, c'est d'aller marcher dans les bois. Ah oui. J'y suis pas encore allée avec le déambulateur, marcher dans les bois, sans rien, sans la canne et sans le déambulateur. Je ne sais pas si j'y arriverai l'année prochaine, cette année, jamais. Ça, il y a tout un côté où c'est du suspense. Donc c'est un peu rigolo. Quand je suis en forme, c'est rigolo. Je me dis, ouais, bah, je suis dans un truc de suspense, un film de suspense. C'est un peu comme si on jouait à un jeu et qu'on pariait sur quelque chose. Voilà, c'était tel, je sais pas, une course de cheval. Voilà, on misait sur tel cavalier. Voilà, on y croyait beaucoup. Et ben, moi, j'aimerais bien pouvoir miser sur moi. Moi, je suis le cavalier. Et je vais y arriver. Miser sur moi, ce serait retrouver. euh, mais moi, je suis assez branchée sur retrouver la marche. C'est très important la marche pour moi. J'ai plusieurs difficultés. J'ai pas seulement mes jambes et ma marche qui ne vont pas bien. Il y a aussi mes mains, ça va pas très bien. Et maintenant, j'écris. Je suis très fatiguée quand j'écris et j'écris comme un cochon. Donc, mais c'est pas la chose la plus importante. Pour moi, la plus importante, c'est l'autonomie. Et pour l'autonomie, on a plus besoin. Enfin, non, moi, parce que je sais qu'il y a des personnes handicapées que ça ne gêne pas d'avoir. Enfin, si, ça les gêne, mais pas plus que ça d'avoir que leurs mains qui agissent. Euh, alors que moi,
j'ai envie que mes jambes, elles agissent. J'ai besoin que mes jambes, elles agissent. Pour moi, l'autonomie, c'est très, très important. Un des aspects les plus lourds pour moi dans la maladie de Michel, ce sont les troubles cognitifs. Des symptômes qui sont invisibles et qui me pèsent au quotidien parce que parfois, je peux tout simplement pas converser avec ma maman comme je le souhaiterais. Elle se déconnecte de la conversation, inverse des dates, ou encore ne se souvient plus très bien de ce que je lui raconte. Bon, il faut que je vous le dise, je suis en philosophie. Alors pour moi, la discussion, j'avoue, c'est sacré. J'ai alors peur que ça devienne tout le temps comme ça. Que plus jamais je puisse discuter avec elle. Et puis, heureusement, à d'autres moments, lorsqu'elle est moins fatiguée ou qu'il se passe autre chose que j'ignore, ça fonctionne quasi parfaitement. J'ai alors décidé d'interroger Hélène, qui, je le rappelle, est neurologue, sur les symptômes invisibles, et particulièrement sur ces troubles cognitifs. Elle va nous éclairer. Qu'est-ce qu'un symptôme invisible ? C'est la fatigue, le syndrome anxio-dépressif, les difficultés cognitives aussi. Les difficultés mnésiques et ou cognitives, attention, et qui sont parfois un peu liées ou exagérées, en tout cas, par un syndrome anxio-dépressif. Et ça, on le comprend bien lorsque on vit chacun un deuil. On va être moins concentré, par exemple, et on peut avoir plus de difficultés à mémoriser certaines choses ou à effectuer certaines tâches ou à aller plus vite. C'est extrêmement important, tout cela, parce qu'en effet, parfois le patient peut alerter sur quelque chose. L'entourage, alors l'entourage familial ou professionnel ou amical ne perçoit pas vraiment. Alors, il faut quand même souligner que ces symptômes-là sont d'autant moins invisibles qu'ils sont accompagnés de signes physiques visibles. Là, les gens vont bien plus, les entourages vont bien plus être attentifs à cela, bien sûr. Par contre, en effet, on peut avoir des sujets totalement ambulatoires, comme on dit, qui fonctionnent quasiment normalement, le quasi étant lié simplement à leur suivi neurologique et leur traitement proprement dit, qui peuvent en effet avancer une fatigue. Et ils vont au-delà de celle-ci pour donner le même fonctionnement que n'importe qui. Et il est vrai que lorsqu'ils en parlent, il ne faut pas oublier de le considérer parce que c'est totalement réel. Il faut bien savoir que les patients ayant sclérose en plaques sont des cérébro-lésés, en effet, on l'a déjà dit plusieurs fois, lésés également sur la moelle épinière, et que pour donner la même vie, le même visuel que nous, le même rendement, quel qu'il soit, intellectuel ou physique, il utilise un capital neurologique qui est beaucoup plus entamé que nous. Je rappelle que pour quelqu'un de normal, entre guillemets, et physiologiquement, on perd, au-delà de 25 ans, on va dire, 1%. On perd chaque année 1% du capital neurologique. Normalement, une sclérose en plaques non traitée, c'est 5% de capital chaque année. J'ai l'air inquiète. Alors elle me rassure. Elle me dit qu'on en a beaucoup, des neurones. Mais que quand même, à la fin, oui, c'est vrai, 5%, ça fait beaucoup. Ça finit par se ressentir. C'est pour ça que c'est très important, et moi c'est mon discours quand j'ai un patient en début de pathologie qui va bien, et pour qui parfois c'est compliqué de comprendre qu'il faut qu'il prenne un traitement, parfois astreignant, parce que même si aujourd'hui on a des formes orales, il faut une surveillance, des visites, etc. C'est très important de conserver ce capital neurologique le plus proche de la norme possible. La difficulté des troubles cognitifs par rapport au physique, c'est que c'est moins facile à mesurer. Donc pour tout ce qui est des observations et des essais cliniques où il faut mesurer, il faut prendre des choses facilement mesurables. Donc c'est vrai que là, le handicap physique est plus facile. Mais on sait que de façon parallèle, les troubles cognitifs sont ici. Ces troubles sont totalement différents de ce que l'on peut voir dans les maladies
uniquement dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, les démences à corps de Lewy, etc. Donc c'est beaucoup plus associé à un ralentissement de la vitesse de l'information, des troubles attentionnels et du coup des difficultés mnésiques. Et là, pour ce qui est des patients, il est assez bien démontré que la plainte de l'entourage est assez bien associée à l'existence de troubles mnésiques et cognitifs. C'est-à-dire que beaucoup mieux que la plainte du patient. Lorsque le patient, lui, se plaint de troubles mnésiques, ce n'est pas aussi fiable que lorsque l'entourage vient expliquer au traitant, au médecin, qu'il est un peu inquiet parce qu'il a remarqué que certaines choses étaient différentes. Cette plainte-là est assez robuste. D'accord ? Et donc, comment fait-on ? Alors, il faut l'évaluer. Il faut évaluer le patient. Donc, il faut faire une batterie d'évaluation qui teste les différentes mémoires, visio-spatiales, de travail, les différents moyens de rappel, mais pas seulement. Il faut tester l'attention et la capacité à traiter les informations. Donc là, souvent, nous sommes assez bien accompagnés par nos collègues de neuropsychologie. Et j'allais dire, lorsqu'il existe une plainte du patient ou de l'entourage, il est assez, ou lorsqu'on a, nous, notre impression ou notre conviction à l'évaluation qu'il existe une difficulté, il est très important de l'évaluer. Parce que cela permet de mettre des mots sur la plainte. Est-ce que ces troubles attentionnels ne sont liés qu'à une situation de détresse, de dépression qui diminue le fonctionnement sans qu'il y ait de troubles cognitifs, ou est-ce qu'il n'y a pas de situation d'anxiété, pas de difficulté de l'humeur, et ce que l'on constate sont des véritables troubles de l'attention, des difficultés mnésiques, et cela permet, outre de verbaliser, de reconnaître ce qui se passe au quotidien, aussi bien en famille que dans la rue ou en situation de travail, et d'aménager les choses si on le peut, et de travailler ce qui dysfonctionne. Quand on a des difficultés, par exemple, d'organisation, de planification ou de récupération en mémoire, on peut travailler avec les neuropsychologues et les orthophonistes. Alors pourquoi je parle d'orthophonistes ? Parce que les orthophonistes sont plus disponibles en ville que les neuropsychologues pour suivre les patients, et ils ont une formation de neuropsychologie, et donc il y a des techniques de, entre guillemets, rééducation où les orthophonistes ou neuropsychologiques, après avoir fait le bilan des difficultés, travaillent sur les méthodes d'organisation pour mettre en place des automatismes qui facilitent la vie des gens. Alors, les patients, parfois, ont eux-mêmes pris certaines initiatives qui sont de tout noter, ou bien de ne plus faire 10 choses à la fois, mais de faire les 10, les unes après les autres. Mais parfois, certains ne trouvent pas la clé, et donc le but, c'est de les aider. Et encore une fois, l'autre moyen de les traiter, c'est de conserver le capital neurologique, et ça reste le traitement de fond. Et comme j'ai pu observer que c'était variable, que parfois je pouvais discuter avec Michel et à d'autres moments beaucoup moins, je lui demande si c'est possible. Ça, j'allais dire, c'est comme nous. Sauf que, comme ils partent d'un capital différent, que ce sont des cérébraux lésés, la fluctuation paraît plus évidente. Il est évident que quelqu'un qui a des difficultés dont il peut se plaindre, mais qui ne sont pas évidents, les moments où il est infecté, où il n'a pas dormi du tout de la nuit, tout d'un coup, on va voir le haut de l'iceberg. Alors que pour quelqu'un peut-être de normal, ça va être à peine un petit peu plus lent. Donc bien sûr, c'est comme toute la gêne physique, ça peut être exagéré par les différentes conditions extérieures, dont le stress, les infections et tout ce dont on a parlé. Dans son témoignage, Michel explique qu'il y a autre chose qui l'handicape. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Il y a autre chose,
qui est douloureux pour moi. Moi, je n'ai pas mal par la sclérose en plaques. Contrairement, il y a d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques et qui ont des brûlures et tout, qui ont mal physiquement. Moi, souvent, je n'ai pas mal. Mais quand j'ai des névralgies faciales, alors là, j'ai mal. J'ai très, très mal. Les névralgies faciales, ça ressemble à quand on touche. Je suis de la campagne, donc quand j'étais petite, j'ai touché des clôtures électriques, voilà pour mettre de la distance entre moi et des animaux et tout ça. Donc j'ai touché des clôtures électriques et c'est assez douloureux, mais ça dure qu'une seconde. Et on prend un courjus, toc. euh, les névralgies faciales, c'est la même chose. On prend un courjus. Sauf que le courjus, c'est pas une seconde. Ça peut être, euh, ça peut être 2 secondes. Bon, c'est pas beaucoup. Maintenant, enfin là, ça fait 3 jours que j'en ai pas eu. En ce moment, j'avais des névralgies faciales d'une seconde, souvent dans la journée, enfin une dizaine de fois dans la journée. Et à ce moment-là, ça voulait me dire, il faut que tu calmes le jeu. Il faut vraiment que tu sois tranquille, oui, que tu calmes le jeu. Donc une seconde ou 2 secondes, ça me gêne pas trop. Ça m'embête un peu, mais ça me gêne pas trop. Mais par contre, il y a quelques mois, j'ai eu une névralgie faciale, enfin des névralgies faciales plusieurs fois qui ont duré une demi-heure. Et alors là, quand on touche la clôture électrique pendant une demi-heure, ah, eh bien, à ce moment-là, on se dit, mais ça va finir ou ça va pas finir? Est-ce que... Ah ouais, ouais, ouais. Mon médecin m'a dit, parce que je lui ai demandé, qu'est-ce que ça peut être le pire avec les névralgies faciales? Et il m'avait dit les crises d'épilepsie, par exemple. Ah ouais? Alors, quand j'en avais eu une qui a duré une demi-heure, tout ça, je me suis dit, ouais, ouais, ça va finir en crise d'épilepsie et tout ça. Et j'étais bien angoissée. J'étais seule chez moi et j'étais bien angoissée. Et, euh, euh, et je me souviens que pendant la demi-heure de durée de cette névralgie, je commençais à faire de la méditation, à avoir appris des belles phrases et tout ça. Et je me suis récité un peu les belles phrases. Et les belles phrases, ça me soutenait quand même, même si bah, je sentais la névralgie. Donc, j'avais que un quart de ma tête qui pensait aux belles phrases. Celle d'après, ça a duré juste ouais, un quart d'heure. Oui, oui. Là, récemment, j'en ai eu une de 10 secondes. Oh la vache, même 10 secondes! J'ai trouvé ça très très long. Les névralgies, moi personnellement, ça m'impressionne. Au moment où Michel en a, j'ai parfois l'impression qu'elle va mourir de douleur. Et même alors que je suis profondément rationaliste et athée, je me mets à leur parler en espérant qu'au fond, peut-être, elles m'entendront. C'est pour dire. Je parle de ce phénomène à la neurologue pour qu'elle nous éclaire, qu'elle nous dise à quoi c'est dû ces névralgies. Pour ce qui est des névralgies du trijumeau, on peut facilement imaginer qu'une plaque se met au niveau du noyau de du nerf numéro 5 et soit responsable d'une atteinte du nerf numéro 5. Alors, avoir une atteinte du nerf numéro 5, c'est soit avoir des troubles sensitifs sur la face, un peu comme on aurait des troubles sensitifs des membres inférieurs par atteinte de la moelle épinière, c'est-à-dire ça fourmille un peu ou alors c'est moins sensible. Ça, c'est une atteinte du 5.
Avoir une névralgie, c'est que la lésion qui a été créée au niveau de ce nerf numéro 5 est associée à des décharges électriques. Hein. Et on imagine que quand on enlève la myéline du nerf, il peut y avoir, si deux neurones se touchent, des courts-circuits. Donc, il peut y avoir ces phénomènes électriques, paroxystiques, extrêmement difficiles enfin, extrêmement douloureux, suffira, et qui s'appellent des névralgies. Donc c'est différent entre la sensation un peu continue de phénomènes sensitifs et des décharges électriques qui arrêtent de toute façon votre alimentation ou ce que vous êtes en train de dire, et qui en général sont déclenchées par une zone. Donc, en général, quand quelqu'un a une névralgie, c'est toujours au même endroit, pour le patient, toujours au même endroit. Alors, il faut savoir que la première fois qu'on a une névralgie, on s'imagine qu'il y a une nouvelle lésion qui s'est mise là. Mais ensuite, donc on gère la névralgie, et quand elle revient, cette névralgie, quelques mois ou quelques années après, ça ne correspond pas pour nous à une nouvelle poussée. Parce qu'on sait qu'une fois que la lésion est faite, elle est faite. Et ce mécanisme de pouvoir induire des décharges est totalement indépendant de l'évolution de la maladie. Donc on traite essentiellement la douleur par des traitements notamment antiépileptiques, parce que anti-décharge tout simplement. Et il faut bien comprendre que la névralgie, ça évolue ensuite indépendamment de ce que donne la sclérose en plaques, qui n'évolue pas forcément. D'accord ? Et c'est pour ça que la névralgie peut rester une gêne importante sans qu'on ait besoin de changer de traitement de sclérose en plaques. Et on va se concentrer essentiellement sur la gestion de la névralgie. Alors, soit des traitements médicamenteux, comme des traitements antiépileptiques, en premier lieu la carbamazépine. Et quand ça ne suffit pas, on peut aller en effet faire de la radiochirurgie. C'est du gamma knife qui permet de traiter, de léser un peu plus la lésion pour qu'elle se taise. Pour Michel, les névralgies sont au niveau de la joue droite. Michel a choisi de ne pas prendre de traitement pour le moment contre les névralgies. Mais elle a mis beaucoup de choses en place pour lutter contre celle-ci. Elle m'en a parlé hors micro, alors je vous le transmets si jamais ça peut vous servir. Elle mâche très doucement, elle évite de croquer à pleines dents, surtout avec les molaires droites. Elle éloigne le téléphone de son visage. Elle essaye d'être le plus calme possible et de se détendre lorsqu'elle sent des signes avant-coureurs de névralgie. Elle parle de manière quasi robotique dans les moments proches des névralgies. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Lors des crises, elle se couche, éloigne toute chose de son visage et tient quelque chose qu'elle peut serrer très très fort dans sa main. On ne sait pas ce qui fonctionne vraiment. En tout cas, de toutes ces techniques, il en ressort qu'elle arrive souvent à les prévenir et à les apprivoiser même. Vous aurez compris ou non, je suis ce qu'on appelle dans le jargon aidante face à la sclérose en plaques. Ce mot, ma mère et d'autres ne l'apprécient pas vraiment. Moi, je le trouve pas très juste, mais bon. Il y a en France environ 100 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie. Ça fait un sacré entourage plus ou moins proche. J'ai demandé à Hélène Zéphir ce qu'on pouvait faire et en quoi on pouvait être utile. C'est compliqué pour l'entourage, parce que souvent d'abord ils culpabilisent. Ils culpabilisent parce que c'est un peu comme ça rejoint votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Eh ben, ils sont là déjà, ils accompagnent. Alors l'accompagner, mais ça c'est propre à toute pathologie, c'est-à-dire accompagner le patient à sa consultation ou à ses hospitalisations, outre le soutien psychologique, c'est parfois recueillir des informations que le patient n'a pas forcément saisies parce qu'il était lui à un moment donné soit inquiet, soit complètement seul dans sa tête au moment du diagnostic, il n'était plus disponible à l'écoute. Donc l'accompagnement, il est là. Pour essayer de, en dehors après de la relation médecin-malade, débriefer en gros, de savoir ce qui a été retenu, pas retenu, de ce qui a été compris, ou alors parfois compléter les questions que le patient n'aurait pas forcément eues. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Et c'est en cela que l'accompagnant est important. L'accompagnant, bien sûr, il va être d'une importance toute particulière lorsqu'il va y avoir du handicap, parce qu'il va être l'aidant principal le plus souvent au départ. Et ce qui est difficile pour l'aidant depuis 30 ans, c'est d'avoir aussi, lui, vécu, subi l'imprévisibilité de la maladie, les différents changements de stratégie thérapeutique et du coup les différents moments d'angoisse aussi. Et l'aidant que j'ai pu rencontrer le plus en difficulté est quand même celui qui veut à tout prix rester l'aidant principal lorsque le patient a perdu énormément d'autonomie. Et c'est une situation souvent compliquée parce que le temps est passé. Il faut voir qu'il n'y a pas que le patient qui a vieilli, il y a aussi l'accompagnant dont l'accompagnement est assez lourd parce qu'il faut qu'il accompagne le quotidien, plus parfois lui, sa seconde vie professionnelle, etc. Et qu'il a beaucoup de mal à déléguer parfois des soins qui sont dignes d'un soignant et pas d'un aimant. Et donc ça, c'est parfois un petit peu compliqué. C'est très important du coup de nous, les accompagner, de discuter un petit peu tôt de toutes ces prérogatives. Mais là, je vous ai fait un overview large du timing. Mais en tout cas, au début, l'accompagnant, il est essentiel tout au long de la pathologie, tout simplement parce qu'il est là. Tout simplement parce qu'il est là et que tant qu'il est là, ce ne sera jamais un échec en fait. Même si le parcours est compliqué, qu'au départ c'est un soutien dans l'entente, dans l'écoute du diagnostic, dans sa compréhension et dans la construction d'un système où on va mettre des consultations, des hospitalisations potentiellement, des réflexions sur des traitements, des surveillances par rapport à ces traitements et également au fur et à mesure du temps, une réflexion à la projection à chaque fois. Mais donc, l'aidant et l'accompagnant est particulièrement important, même s'il se considère parfois impuissant ou simplement à côté. Et puis j'ai demandé à Michel, qui est concerné, ce qu'on devait vraiment éviter de faire. Ah oui, je me souviens, une fois, j'étais tombée et il y a eu 2-3 personnes valides, je me souviens. Sur les 3, il y en a 2 qui disaient « Ah mais il faut appeler les pompiers, il faut appeler le SAMU, il faut appeler... Ouh là 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 !» Et moi, c'est pas du tout ça que je voulais. Je voulais juste qu'elle m'aide à prendre le bus, qu'elle m'amène jusqu'à l'arrêt de bus. Et oui, donc d'avoir la peur des personnes valides et leur projection sur moi, le fait qu'il faut appeler un médecin, il faut appeler l'ambulance et qu'elles aient envie de m'imposer ça. Et alors là, ça me paralyse. Je ne sais plus quoi faire, je veux pas les embêter et tout ça, j'ai pas envie d'embêter les gens. Il y a un côté aussi sûrement où j'ai peur qu'elle me pousse et qu'elle me conduise presque jusqu'à l'hôpital, une maison de retraite ou je sais pas quoi, mais en tout cas qu'elle arrive à m'isoler, même si je sais que c'est pas ça qu'elles veulent faire, mais moi j'ai besoin, ouais c'est ça, j'ai besoin que les personnes elles aient pas peur pour moi. Bon, bien sûr c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que des fois je prends un petit peu de risque. Je ne voulais pas finir ce podcast sur une note négative. Michel est une femme très forte et optimiste. Moi, elle m'inspire chaque jour. Je vous laisse comprendre pourquoi.
Là, ça fait donc 7 ans pratiquement 7 ans, que j'ai le diagnostic de sclérose. Et donc, 7 ans, mine de rien, c'est long. Et j'ai pu expérimenter pas mal de choses. Et la dernière chose que j'ai mis en route et qui m'apporte beaucoup, c'est de réciter des belles phrases de méditation, de respirer beaucoup aussi, bien respirer. Et ça me permet de sentir que que je suis vivante, que que je suis un peu maître de moi. Bon, pas complètement maître, mais un peu maître, et j'ai besoin de ça pour faire des projets, pour avoir le moral. euh, et ça, un peu bon, ça, c'est des choses que peut-être il ne faut pas dire. Alors, je le dis quand même. Alors là, ça va faire sauter au plafond plein de gens. Que d'avoir la sclérose en plaques, et ben, bon, ça, c'est vraiment provoquant, hein. Je veux dire, c'est une chance pour moi, quoi. La sclérose en plaques, ça me remet, parce que sûrement je vais quitter un peu le chemin de la vie et de l'essentiel. Je l'avais quitté depuis plusieurs années, et là je sens que j'ai retrouvé un chemin qui fait que j'ai entrepris plusieurs choses et que ça me passionne. J'ai entrepris une formation depuis 2 ans, et je souhaite installer mon travail avec ça, et un travail d'écoute, de psychopraticienne. Et ça, ouais, je pense que je vais le faire. Mais quand? Je ne sais pas exactement. Mais maintenant, je sens que c'est très important d'avoir un peu la foi et d'avoir le moral, et de croire vraiment en des choses essentielles de réalisation dans la vie. Et ça, c'est très important pour moi comme projet. Je crois qu'il est maintenant temps de se quitter. En chiffres, il y a environ 100 000 personnes atteintes de la sclérose en plaques en France. Cette maladie touche plus les femmes que les hommes. Elle est la 2e cause de handicap chez les jeunes personnes après les accidents de la route. Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin. Plus le diagnostic est fait tôt, mieux c'est. Même s'il reste encore d'autres choses à dire sur ce sujet, on a fait un joli petit tour d'horizon ensemble. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous intéresser. On est le 30 mai, c'est la journée mondiale autour de la sclérose en plaques. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous verrez votre hôtel de ville illuminé aux couleurs bleues avec un ruban. Je crois que c'est important de faire connaître cette maladie pour qu'il puisse y avoir des progrès dans la recherche. En 2019, on ignore toujours les causes de cette maladie et on ne sait pas la guérir. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences également, ou simplement le podcast avec le hashtag #MaCepInvisible. Je vous remercie d'avoir écouté. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à le faire écouter à quelqu'un qui a la sclérose en plaques ou à un proche. Vous pouvez aussi mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast, me le dire en m'écrivant sur Twitter à @arfodi, HARPHODI, ou par mail à arfodi.podcast@gmail.com. Je tiens à remercier Michel, Hélène Zéphir qui est neurologue,
l'ARCEP et tout particulièrement Marie-Gabrielle Alterio, avec qui j'ai pu échanger. À dans 2 semaines pour une nouvelle aventure. Aventure.